Alors, un panorama sur le cours sur les probabilités sur un ensemble fini, vu jusque-là, qu'on va réaborder à nouveau pour ce dernier chapitre sur les positions et dispersions des variables aléatoires, l'espérance et la variance, essentiellement. Alors, c'est un chapitre long, un chapitre dense, je vais simplement l'évoquer rapidement, en voir quelques points. Première chose, je ne reviendrai pas sur la définition, donc pour nous, dans ce qui va nous intéresser, oméga est un ensemble fini. Alors l'an prochain, vous verrez le cas où on a un ensemble infini mais dénombrable, évidemment, vous savez, depuis la terminale, que vous pouvez faire aussi des probabilités sur un ensemble continu, 0, 1. Et on verra en fait que ce n'est pas oméga le plus important, mais plus la vision d'oméga qu'on aura au travers des variables aléatoires. Et puis, sur cet ensemble, on va munir des événements, donc ce que l'an prochain, vous appellerez la tribu des événements. Donc pour nous, c'est l'ensemble des parties de oméga. Tous les ensembles, les sous-ensembles que l'on peut constituer de oméga. Et puis dessus, on met une probabilité. D'accord. Donc je rappelle rapidement qu'une probabilité, c'est une application P qui va de P de oméga qui a valeur dans 0, 1. D'accord. Et qui va vérifier donc les deux axiomes principaux. P de oméga vaut 1. Et puis, l'intersection de A et B étant bien sûr des événements, est vide. Cela implique que la probabilité de l'union est égale à la somme des probabilités. D'accord. Donc voilà pour la définition d'une probabilité, ce qui nous donne un espace probabilisable. D'accord. Alors, on n'a pas vraiment de grandes difficultés là-dessus. Je vous invite à relire les différentes propriétés que l'on a des probabilités, d'accord, et de ce qu'on va appeler le point important là-dedans, c'est ce qu'on appellera SCE, donc système complet d'événements, c'est-à-dire ni plus ni moins qu'une partition. C'est-à-dire oméga est la réunion pour I appartenant à grand I d'événements à I. Et puis, on a le fait que si I est différent de J, ça implique que AI inter AJ est vide. D'accord. Voilà la notion de système complet d'événements. On pourrait y rajouter en fait une notion assez importante qui est une notion de système quasi complet d'événements, c'est-à-dire le fait que ce soit pas réellement oméga ici soit pas réellement égal à l'union, mais simplement égal à l'union un autre élément B avec la probabilité de B qui est nulle. C'est-à-dire on pourrait rajouter des probabilités nulles à côté, des parties non vides. Bien. Pour le moment, en sup, commençons par cette notion-là. La notion de probabilité nulle étant pas très, très importante pour les ensembles finis. C'est plutôt pour les ensembles infinis que ça sera important. Ces deux choses qui s'écrivent, je vous le rappelle, notation ensembliste, l'union disjointe, donc avec un U mais carré, d'accord, des AI. Alors, l'importance de tout ceci, c'est qu'en fait, quand je vais prendre une partie quelconque, B est évidemment égal à B inter oméga, et donc va s'écrire comme l'union disjointe des B inter AI. Ce qui nous donnera, formule des probabilités totales, la probabilité de B égale la somme, pour I appartenant à I, des probabilités de B inter AI. D'accord. Qui dérivera ensuite en la somme des probabilités, formule des probabilités totales conditionnelles, donc P de AI fois la probabilité, sachant AI, de B. Ce qui veut dire que l'événement B pourra être décrit au travers du filtre que représentent les événements AI. Alors bien sûr, tout ceci n'a de sens que parce que I est un ensemble fini, mais de toute façon, comme oméga est un ensemble fini pour nous, nécessairement I est fini. La question ne se pose pas. Alors, une des choses très importantes à comprendre lorsque l'on parle de probabilité, c'est de bien voir que l'important, c'est une modélisation. Tout ce que l'on va faire, c'est voir un phénomène, au sens physique du terme, donc une expérience aléatoire, et que l'on va essayer de modéliser par un ensemble
oméga et une probabilité qui nous paraîtra convenable dessus. Comme en physique, il n'y a pas de moyen de justifier directement, de façon absolue, cette modélisation. Ce qui va justifier la modélisation, c'est le rapport à l'expérience et le fait que ça soit convenable dans un grand nombre de cas. D'accord ? Alors, chose importante ici, pour ces expériences, l'outil numérique, et utiliser Python par exemple pour en faire, est un outil précieux. Alors, je vous laisse réviser tout ce qui sont les probabilités, les propriétés des probabilités, la probabilité de l'intersection, la probabilité d'une réunion, etc. Qui ne devrait pas poser de difficulté, le fait que la probabilité soit croissante, la sous-additivité finie dans le cas général. Si je prends la probabilité de la réunion, c'est plus petit que la somme des probabilités des AI. D'accord ? Si les éléments sont incompatibles, alors évidemment on a l'égalité, attention, c'est pas réciproque. Une formule du crible aussi, qui est une formule importante, on l'a vu plusieurs fois, elle est hors programme. Ça peut être pas mal de l'avoir vu. Donc la probabilité d'une union de i égale 1 à n est égale à la somme de i allant de 1 jusqu'à n des moins 1 puissance k. La somme, alors pour tous les k-uplets, donc on va donner i1 plus petit que ik strict, pardon, 2 à 2 distincts, plus petit que in, plus petit que n, excusez-moi, on va regarder la formule plus proprement, dp de ai1 inter ain. Alors, le statut de cette formule est assez particulier, elle est hors programme. Ça va donner une sorte de démonstration par récurrence, mais surtout, on en verra une démonstration assez simple à l'aide des espérances dans le cours de demain matin, mercredi. À partir de cette formule-là, je vous invite en fait à l'écrire pour... Alors, n égale 2 ne pose pas de problème, vous allez retrouver une formule classique, j'espère. N égale 3 également, et puis éventuellement aller jusqu'à explorer un peu n égale 4 pour la manipuler, pour avoir une idée de ce qu'elle représente. D'accord ? Et c'est quelque chose qui va nous importer. Suivante est la notion de germe de probabilité. Je ne vais pas revenir dessus, c'est plus important pareil quand on est en dimension finie, mais en gros, à partir du moment où j'ai un ensemble qui a n éléments, et que j'ai une somme des AI PI qui vaut 1, d'accord, et j'ai un ensemble oméga qui s'écrit oméga 1, oméga n, eh bien, donner la probabilité élémentaire de chaque élément, dire que ça vaut PI, est une possibilité pour définir une probabilité. Bien sûr, il convient que chacun des PI soit crédible comme probabilité, c'est-à-dire soit compris entre 0 et 1. D'accord ? Et donc ce qu'on a montré dans le cours, c'est que à partir de ce germe de probabilité, c'est-à-dire que dès que je me donne une somme comme ça, ben, je peux définir une et une seule probabilité sur oméga. Évidemment, toute probabilité sur oméga à l'aide de la formule de probabilité totale nous donne ce résultat. Les lois usuelles qu'on a vues, ben, vous en avez essentiellement 3 à connaître. La loi uniforme, la probabilité est la même pour tous les événements élémentaires. Ce qui vient dire que la probabilité d'une partie A, ce sera le cardinal de A sur le cardinal de oméga. Ce qui est souvent noté, je vous rappelle, les cardinaux avec des valeurs absolues quand on a l'habitude et qu'il n'y a pas d'amplitude. L'autre modèle important, qui sera la loi binomiale, alors je parle de loi, pour le moment ce sont les modèles binomiaux, mais plus tard. Là, on va reprendre la probabilité d'être égal à k, d'accord, c'est-à-dire le pk, comme étant égal à k parmi n, p puissance k, 1 moins p, puissance n moins k. Et avec le sous-k qui sera dit de Bernoulli, où c'est simplement P1, donc P0 qui vaut P, P1 qui vaut 1 moins P. D'accord ? P étant un paramètre choisi entre les deux. J'ai vu quelques exemples dans le cours, évidemment. Le fait de piocher un certain nombre d'éléments on va donner on va retrouver sur ces propriétés. Alors, ces lois, c'est l'occasion de parler de ce qu'est une variable aléatoire.
Donc une variable aléatoire, c'est un grand mot, en fait c'est simplement une application. Donc une variable aléatoire, c'est juste une application qui va aller de oméga dans n'importe quel espace dans lequel on pourra calculer correctement. Donc vu qu'on va calculer avec des réels, on va mettre à valeur dans C. Très souvent, ça sera à valeur dans R. Hein. C'est assez rare qu'on fasse des probabilités dans C, mais c'est possible. Et qui pour nous n'a pas d'autres difficultés. Caractéristiques. Plus tard, vous verrez qu'il faut, plus tard l'an prochain, que pour tout élément, toute partie de C, que x-1 de ces parties, ce qui revient à dire que x-1 des éléments de notre ensemble d'arrivée, soit bien un élément de ce qu'on appellera l'attribut de départ, c'est-à-dire soit un événement. Mais comme pour nous, oméga est fini, toutes les parties de oméga sont des événements, toutes les variables aléatoires, c'est-à-dire toutes les applications, sont des variables aléatoires. D'accord ? Voilà, ce qui ne nous pose pas de problème, mais pourquoi est-ce qu'il y a quand même à vérifier que c'est une variable aléatoire ? Ça sera à la lumière du cours de l'an prochain, et pas de suite cette année, que vous aurez ces notions-là. Donc, une variable aléatoire, derrière, ce qui est intéressant, c'est de regarder l'image de oméga, qui sera en fait nécessairement fini, puisque oméga est fini, donc x1, xn. Et puis on va s'intéresser à l'événement x égale xi, qu'on l'on note également x égale xi comme ça. Alors quand je prends l'événement, j'aime bien l'écrire entre crochets pour distinguer, puis la probabilité, on ne le met pas. C'est l'ensemble des oméga dans notre ensemble de départ, tel que x de oméga vaut xi. D'accord ? Et puis on peut bien sûr construire après plein d'autres propriétés, si on est sur des réels plus grands que 0, plus grands que 1, etc., etc. Donc plein de façons de regarder les objets. Fondamentalement, ce qui est intéressant sur ces variables aléatoires, c'est qu'en fait, construire notre modèle va revenir rapidement à se donner une variable aléatoire dont on connaît les faits, et non pas se donner réellement notre ensemble oméga, qui est toujours un ensemble un peu compliqué, voire très compliqué à construire. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir que l'on est capable de construire un modèle qui permet de vérifier les propriétés de nos variables aléatoires. Notamment quand on va demander que ces variables aléatoires soient indépendantes, par exemple, entre elles. Donc ça, c'est un théorème du cours que je vous invite à regarder au fur et à mesure de votre lecture, où vous allez voir que on peut toujours, sur un ensemble fini, mais ce sera vrai après, construire un ensemble aléatoire qui convient, à l'aide notamment des produits d'ensemble. Alors, partant de là, ça veut dire que finalement, très souvent, et c'est un des points très compliqués de la résolution d'exercices, le point qui nous intéresse, c'est le point de modélisation au départ. Après, il va falloir travailler, mais maîtriser ce point de modélisation. Et ce point de modélisation, très souvent, on va admettre l'existence de oméga, d'accord, et en fait se donner des variables aléatoires sur oméga, x, d'accord. Alors, ce qui revient à, par exemple, des arbres de probabilité, que vous retrouvez avec des arbres très complexes, etc., puisque vous avez un cheminement qui est généralement explicite, ça revient à dire qu'en fait, votre expérience aléatoire, où vous jetez à droite, puis vous allez à gauche, puis etc., etc., vous êtes capable, on est capable de la modéliser par un nombre fini d'événements, donc évidemment chacune des feuilles à la fin, ce qui est fin donc là vous aviez une probabilité P1, une probabilité A moins P1 de prendre cet arbre-là, puis chacun des deux, etc., etc. Donc ça vous donne à chaque fois des éléments avec les probabilités formule les probabilités composées qu'on va trouver plus tard, où vous avez l'événement à la fin des branches là, on est capable de donner, comme on parlait tout à l'heure, de germes. Alors, si je voulais y passer des heures, je pourrais le faire, où on donne un espace de probabilité qui rend compte bien de chacune des probabilités de cet embranchement-là, de cet arbre-là. D'accord ? Et donc on ne va pas le décrire à chaque fois, voire très souvent on ne le décrira pas, mais on dira qu'il existe un événement oméga, un ensemble probabilisable oméga, qui nous permet de décrire convenablement ceci. Et donc, l'étude, en fait, se fera via des variables aléatoires, qui seront en fait les résultats qui nous intéressent. Le nombre de 6 obtenus lors de nos lancers, ce genre de choses, suivant, évidemment,
qu'on veut faire. Alors, dans les variables aléatoires, quelques résultats importants, les sommes de variables aléatoires sont des variables aléatoires, le max, le min, etc. La valeur absolue aussi, ou le module même dans C. Et on retrouvera aussi la fonction indicatrice, qui vaut 1 si on est dans un ensemble, 0 dans un autre, bref. Alors, quand deux variables aléatoires suivent la même loi, donc qu'est-ce qu'une loi d'une variable aléatoire? C'est d'écrire. D'accord? Donc on décrit x de oméga complètement, et quel que soit petit x de x de oméga, on connaît px de x, qui sera la probabilité simplement que x soit égal à x. En résumé, connaître la loi d'une variable aléatoire, c'est connaître tous les p de x égale x pour tous les x dans l'ensemble d'arrivée de la loi. Et puis, si on a deux lois x et y qui vérifient que x de oméga égale y de oméga, que quel que soit x et y dans cet ensemble, la probabilité que x soit égal à x est égale à la probabilité que y soit égal à y. D'accord ? Ça ne vous dit pas que x est égal à x, tout peut être inversé. D'accord ? Mais on dira, dans ces cas-là, que x et y suivent la même loi, ce que l'on notera, alors les notations ne sont pas toujours très claires, pour nous, comme ceci, avec cette espèce d'équivalence. Ce n'est pas des matrices semblables, ce n'est pas un équivalent au sens des développements limités, d'accord ? C'est dire que les lois suivent la même loi, elles sont égales en loi, ces variables aléatoires. Alors ça ne veut pas du tout dire que les variables aléatoires sont égales, ça veut dire simplement que globalement, leur comportement est le même. D'accord ? Pardon, je vais raconter n'importe quoi, c'est quel que soit x dans x de oméga, la probabilité des deux est la même. Excusez-moi. C'est mal, mais ça n'aurait pas de sens si on le mettait pour tous les éléments évidemment. Ce qui n'empêche pas, c'est toujours la même idée. Ça ne veut pas dire que nos fonctions sont les mêmes, ça veut dire que ce n'est pas dit que les réalisations derrière sont les mêmes. D'accord ? Par exemple, on peut très bien imaginer un jeu de pile ou face où simplement il y a une variable, on va regarder, si on a pile, on donne 1 à x, si on a face, on donne 0 à y, finalement on a bien donné la même loi alors qu'on a calculé un peu différent. Alors, comment représenter une loi d'une variable aléatoire? La première façon, c'est la représenter de façon exhaustive. Et donc, vous faites un tableau de loi. Vous donnez toutes les valeurs de x possibles. Donc, x1, x2, x3, mettons que 3 événements. Et puis, vous donnez la probabilité que x soit égal à x. C'est-à-dire qu'on a décrit entièrement notre variable aléatoire comme ça. Par exemple, un tiers, un demi, un sixième. Si tout va bien, la somme vaut 1. Et donc, on a bien une variable aléatoire convenablement écrite. D'accord ? Donc, trois lois classiques. P suit une loi uniforme, ce qui veut dire que la probabilité de chaque événement élémentaire est la même. D'accord ? Donc, la probabilité que x appartienne à un ensemble grand A, on va dire, est égale à le cardinal de A sur le cardinal de E. La probabilité que x soit égal appartienne à l'ensemble petit a, ou x soit égal à petit a, pardon, la même chose, est égal à 1 sur le cardinal de E. Suivre une loi de Bernoulli, de paramètre P. Donc ça nous dit que x de oméga, ah oui, j'ai oublié de préciser, à chaque fois, bien sûr, il faut préciser ce que vaut x de oméga. Donc x de oméga, dans ce cas-là, vaut toutes les valeurs possibles de E. Et puis aussi, x de oméga, ici, vaut soit 0, soit 1, épreuve de Bernoulli. Et puis la probabilité que x soit égal à 0 vaut P. La probabilité que x soit égal à 1 vaut, évidemment, 1 moins P. C'est donc une variable aléatoire qui va rendre compte, par exemple, d'une expérience comme le lancer d'une pièce. Probabilité P égale 1,5 si la pièce est équilibrée. Sinon, on peut justement changer les équilibres de la pièce. Et puis, dernière, la loi binomiale. Donc, x soit une loi binomiale
de paramètres n et p, ben, ça nous donne que l'ensemble x de oméga, c'est l'intervalle entier 0n, et puis que pour tout cas, la probabilité que x soit égal à k égale, on retrouve la loi vue tout à l'heure, k parmi n, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Donc on vérifie évidemment que la somme vaut bien 1, c'est une formule du binôme, et on verra un peu plus tard que nos variables de Bernoulli sont en fait qu'une répétition de variables de Bernoulli, une somme, conduit à une loi binomiale. Donc je vous laisse regarder après les lois d'une variable image, quelques propriétés dessus, qui ne donneront pas grand-chose à dire. Donc l'éclairage par ces variables aléatoires est très important, et ce qu'on va reprendre à partir de demain comme étude de probabilité, ça sera justement l'étude, l'espérance et la variance, comme vous avez déjà vu, donc la localisation et la dispersion de variables aléatoires. Nous donnerons en gros la moyenne, ce qu'on peut espérer gagner, etc., etc. Tout le nom d'espérance. Alors, la notion importante qui suit, si je suis l'ordre du cours que je vous ai donné, c'est la notion d'indépendance. D'accord ? Donc, essayez de regarder les exemples introductifs que je vous ai donnés. Deux événements sont dits indépendants si P de A inter B est égal à P de A fois P de B. D'accord ? Si on analyse l'exemple introductif que je vous invite à relire, hein, c'est un jet de dés, eh ben, on mesure le fait, en faisant le calcul des avec des probabilités uniformes, hein, on retrouve cette définition-là pour le fait que quand je lance 2 dés simultanément, le résultat du second n'a pas de rapport avec le résultat du premier. Alors attention, hein, une erreur extrêmement classique, c'est de confondre indépendance avec incompatible. Donc, je ne l'ai pas rappelé là aujourd'hui, mais incompatible, c'est l'intersection vide. Évidemment, ce n'est pas du tout la même chose. On en conviendra sans aucune difficulté. D'accord ? Première propriété, si A et B sont indépendants, ben, ça implique que A et B bar le sont, et évidemment dans tous les sens derrière, A bar et B, et puis A bar, B bar. D'accord ? Qu'on généralisera aussi au cas de n événements. Donc ça c'est important puisque très souvent l'indépendance sera pour nous donnée par le modèle que l'on va choisir. C'est-à-dire qu'on va décider que les événements, notre variable aléatoire ou les événements qui sont sous-jacents, ces événements sont dépendants les uns des autres, des lancers de dés sur lesquels on estime qu'il n'y a pas d'usure du dé, etc., et que rien n'est truqué. Donc, dans notre modèle, nous affirmerons l'indépendance des événements. Il nous arrivera de prouver l'indépendance des événements complexes, on verra quelques versets peut-être dessus, en prouvant cette formule-là, mais très souvent, en fait, cette formule-là, pour nous, sera donnée par le modèle. Alors attention, hein, il faut que ce soit justifié et relativement sensé dans notre modèle. C'est là toute la difficulté. Alors, derrière, on parlera d'événements indépendants ou mutuellement indépendants et d'événements 2 à 2 indépendants. Alors attention, ça ressemble un peu aux histoires de PGCD, des entiers premiers entre eux et premiers dans leur ensemble. C'est pas la même chose, puisqu'ici, le fait d'être indépendant est plus fort que 2 à 2 indépendants. Donc 2 à 2 indépendants, c'est pas un problème. Hein. Si I est différent de J, ça donne que la probabilité de AI interagit est égale à la probabilité de AI fois la probabilité de AJ. Mutuellement indépendant, c'est que quelle que soit la partie J que l'on prend à l'intérieur de I, la probabilité de l'intersection des AJ est égale au produit des probabilités des AJ. Donc c'est vrai en particulier pour J cardinal 2, donc mutuellement indépendant implique 2 à 2 indépendants, mais c'est vrai pour tous. C'est-à-dire que être indépendant, des événements indépendants, qu'on appellera, donc c'est dire qu'à n'importe quel ordre, on a l'indépendance au sens, le produit de la probabilité de l'intersection est égale au produit des probabilités.
Donc c'est une propriété qui est réellement forte. C'est plus forte que ce dont je parlais en arithmétique, des entiers premiers entre eux, qui sont plus faibles que 2 à 2 premiers entre eux. D'accord? Donc on a la même propriété que si les événements sont indépendants, je peux mettre des complémentaires comme je veux, de façon, et tous les événements resteront indépendants. Donc ceci va se généraliser aux variables aléatoires indépendantes, où on dira que les variables aléatoires sont indépendantes si la probabilité de l'événement x1 est dans 1 et x2 est dans A2 est en fait égale au produit des x1 dans A1 fois le produit des x2 dans A2. D'accord ? Ce qui se traduira en pratique pour nous, comme quand dans notre modèle nous avons des variables aléatoires indépendantes, et c'est pas toujours évident à déterminer, mais si c'est manifeste, l'expérience nous dit que, le modèle nous dit que, eh bien nous avons le droit, dès qu'on a des événements qui sont liés à l'une ou l'autre des variables aléatoires, à utiliser cette propriété de produit. D'accord ? On retrouve un certain nombre de propriétés derrière que je vous invite à regarder, notamment si les lois sont indépendantes et suivent des lois binomiales. Ça, c'est le théorème 3.16, qui est assez illustrant à ce niveau-là. Donc si x suit une loi binomiale de rapport MP, y une loi binomiale de rapport NP, plus xy indépendant, eh bien vous obtenez que x plus y suit une loi binomiale de rapport M plus N. D'accord ? Ce qui est intéressant, ça nous permet de sommer, etc. Alors de même, dès qu'on va faire du transfert, c'est-à-dire qu'on va regarder des images de variables aléatoires, si les variables aléatoires sont indépendantes, leurs images, f de x et f de y, le sont. Bien. Notation d'indépendance et de mutuelle indépendance qui va revenir derrière de la même façon. D'accord ? Encore un peu plus profondément, pour aller plus loin là-dedans, ce qui sera le théorème 3.23, qu'on appelle le lemme des coalitions. Si j'ai x1, xn des variables aléatoires indépendantes, eh bien, quelles que soient les applications f et g que je peux trouver, si j'ai du f de x1 xk fois g de xk plus 1, enfin, et g de xk plus 1 xn sont indépendantes. C'est-à-dire que si mes variables aléatoires, mes germes au départ sont indépendantes, tout produit que je pourrais faire à partir des deux sont indépendantes. Par exemple, si x, y et z sont indépendantes, ce que je fais dans le cours, x, y et z sont indépendantes. D'accord ? Ou alors, la même chose avec un z carré ici, je peux mettre un cube là, etc., etc. Tout ça reste indépendant. Dans le cours, vous avez derrière la construction du modèle, celle dont je vous parlais tout à l'heure, qui nous dit que, en fait, si on se donne des variables aléatoires que l'on veut être indépendantes, eh bien, on arrive à construire un espace probabilisable qui rend compte correctement de ces variables aléatoires et de leur indépendance. Donc on peut travailler dessus. Et on ne va jamais ou rarement décrire notre espace oméga, le fait de savoir qu'elles existent et de pouvoir travailler sur nos variables aléatoires nous suffira. Autre point important, c'est une vidéo qui est donc bien longue, les probabilités, c'était dit au départ, conditionnelles. Donc on en a parlé, qu'est-ce qu'une probabilité conditionnelle? Donc la probabilité de A sachant B, on note aussi la probabilité sachant B de A, qui est donc la probabilité de A inter B sur la probabilité de B. Avec bien sûr, ceci impose que la probabilité de B soit non nulle. D'accord ? À partir de ceci, des calculs très simples, avec la formule notamment de Bayes, qui est de dire qu'en fait, ceci, je peux l'écrire comme étant P de A sur P de B, P de A inter B sur P de A, c'est-à-dire finalement P de A sur P de B, probabilité sachant A de B. D'accord ? Donc là, on retrouve la formule de Bayes, formule des causes, et qui va nous permettre de nous traduire, lorsque l'on connaîtra des choses sur les modèles, d'inverser en gros les probabilités. La probabilité d'avoir été malade, sachant qu'on a été vacciné, c'est l'actualité avec les événements du Covid actuel, s'exprime en fonction de la probabilité, sachant qu'on a été vacciné, d'être malade. Ou l'inverse, je ne sais
plus si je vous ai dit 2 fois la même chose, mais voilà. Qui permet donc de faire de sorte des études probabilité des causes, parce qu'on va remonter, entre guillemets, dans le temps. Quelle est la probabilité, sachant qu'on avait des portes à choisir, des urnes à tirer, etc., que tel ou tel chemin a été emprunté. Donc voilà, je vous laisse faire le calcul, retrouver la formule des probabilités conditionnelles, qui sont les grosses formules, donc toujours la notion de système complet d'événements, bien sûr, qui donne la formule des probas conditionnelles totales. Je ne sais pas pourquoi je l'écris, puisque j'écris illisiblement, donc probabilité conditionnelle totale. Et puis l'autre probabilité importante qui résulte de ces, c'est la formule des probabilités composées. Donc P de A1 inter AN, qui va s'écrire, alors évidemment s'ils sont indépendants, P de A1 fois P de A2, etc. Et sinon on aura P de A1 que multiplie P sachant A1 de A2 inter AN. Ça c'est juste la probabilité conditionnelle sachant A1 dans le cas où A1 n'est pas nul. Et puis je continue, P de A1 fois P sachant A1 de A2 fois P sachant A1 inter A2, l'événement qu'on a enlevé, de A3 inter AN. D'accord? Et donc, etc. De proche en proche, évidemment, on décrit complètement, à l'aide de probabilités conditionnelles, ceci. Alors ça va nous intéresser lorsqu'on a un cheminement, notamment lorsqu'on a des tirages dans des urnes sans remise, c'est-à-dire que les événements ne sont pas indépendants. Si on met des remises, les événements deviennent indépendants. Et à chaque fois, A1, A1 inter A2, si j'ai une boule rouge, puis 2 boules rouges, puis etc., je connais l'état de l'urne à chaque étape, et donc ceci me permet d'avoir une exploration de l'urne. Cette propriété-là, c'est ni plus ni moins que la description à l'intérieur d'un arbre de probabilité d'un événement où vous êtes ici. A1 inter A2, où on a eu la probabilité d'avoir choisi A1, puis ici, c'est la probabilité d'avoir choisi A2, mais sachant que l'on est déjà dans la branche A1. Et ce sachant qu'on est dans la branche A1, c'est cette probabilité-là, puis etc. D'accord? Et donc ce produit de probabilité revient à la probabilité que l'on a au bout sur une seule branche. C'est exactement cette description-là. D'accord? Pour le fait que tout ceci soit bien des probabilités, évidemment, on retrouve la notion de partition. Donc tout ça, je vous l'ai redécrit dans le cours. Je vous invite quand même à le relire, ce qui vous fera le plus grand bien. Petit point derrière sur les lois de couple de variables aléatoires. Alors ça, je vous invite à relire ce chapitre fortement. Il va nous servir quand on va parler de variance, enfin de covariance surtout, pour se poser des questions justement d'indépendance, ou quand les variables ne sont pas complètement indépendantes. Qu'en fait-on? Où vous avez la loi d'un couple, la loi de xy de la variable xy, c'est-à-dire la probabilité que le couple xy soit égal au couple petit x petit y, c'est donc la probabilité que x soit égal à x inter y égale y, qu'on notera la probabilité que x soit égal à x et y égale y. Donc évidemment, si les événements sont indépendants, on a les deux lois à partir de l'une à partir de l'autre, sinon il faut travailler. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir la loi du couple, et puis donc qu'on appelle loi conjointe, et puis les deux lois marginales. Bon, je vous donne un exemple dans le cours qui dit, et ça je vous invite à le recalculer, que si vous connaissez la loi conjointe, vous connaissez les deux lois marginales, il suffit d'utiliser des formules des probabilités totales sur votre deuxième variable aléatoire. En revanche, c'est pas parce que vous connaissez les lois marginales que vous connaissez la loi du couple. Et notamment, on peut obtenir avec deux lois différentes, deux lois marginales, différentes, on peut obtenir un même couple. D'accord? C'est le sens des exemples donnés dans le cours. D'accord? Donc, connaître les lois marginales ne suffit pas à connaître
les lois du couple, alors que l'inverse. Bien, vidéo un peu longue, j'espère pas été trop confus. L'idée c'est de vous remettre un peu ça en tête. Maintenant, papier, crayon, PDF, et vous travaillez.